Bien, donc nous concluons nos travaux de la journée en entendant Monsieur Patrick Lefa, pardon. Je prononce mal, je prononce à la lotoise. On prononce toujours les S. Vous m'excuserez. Président de Transparency International France et Madame Sarah Brimboeuf, responsable du pôle flux financiers illicites. Et Madame Charlotte Palmieri, chargée de plaidoyer et contentieux au sein du pôle flux financiers illicites. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Transparency est connu pour sa publication annuelle de la perception de la corruption dans chaque pays. Dans la dernière édition, la France vient derrière les Émirats, ce qui pose question. On va vous entendre certainement là-dessus. Mais votre organisation est aussi en pointe sur l'évolution des législations et la mise en place de mesures concrètes contre la criminalité financière et le blanchiment. Votre analyse de la situation nous intéresse donc particulièrement dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête. Alors je vous indique, Monsieur le Président et Mesdames, que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines 434, des peines prévues au Code pénal aux articles 434 13, 434 14 et 434 15. Et donc, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, Monsieur Lefa, si vous voulez bien lever la main droite et dire « je le jure », je vous remercie. Madame Brimboeuf, je vous remercie. Madame Palmieri, c'est parfait. Donc, nous pouvons débuter cette audition. Je vous laisse la parole pour quelques minutes, Monsieur le Président, de propos liminaires. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Messieurs les sénateurs, nous sommes très honorés de venir plancher devant votre commission d'enquête sur un sujet qui est effectivement tout à fait essentiel, puisque en fait c'est une problématique d'évaluation des outils de lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales. Et donc c'est un sujet qui est pour nous très parlant. Puisque nous avons, dans nos actions de plaidoyer, dans l'expertise que nous développons au travers d'un certain nombre de documents que nous produisons en français et en anglais, et au travers de l'accompagnement qui est le nôtre dans deux forums, le forum des entreprises engagées et le forum des collectivités engagées, nous veillons à ce que ces sujets puissent progresser et qu'on traite des bonnes questions sur les bons sujets. Alors, vous nous avez en fait présenté un questionnaire. Je pense que le plus simple, c'est si vous le voulez bien, on puisse suivre ce questionnaire. Vous prendrez les libertés que vous souhaitez. Hein, si vous voulez sortir du questionnaire, il n'y a pas de Très bien. En tout état de cause, on pourra vous communiquer après l'audition, en fonction des questions que vous aurez bien voulu nous poser en plus, un document formalisé. Hein. Alors, Transparency est donc une association qui combat la corruption sous toutes ses formes. On est membre d'un mouvement Transparency International qui est présent dans 115 pays dans le monde. C'est un mouvement qui est en fait très décentralisé. À la différence d'autres grandes ONG internationales, c'est un mouvement très centralisé, c'est-à-dire qu'en fait, chaque association est libre de ses actions. Et aussi est autonome au plan financier. Donc c'est pour nous, puisque nous fêtons cette année notre 30e anniversaire, une occasion de rappeler combien l'agrément qui nous a été octroyé et qui nous est renouvelé tous les 3 ans par le ministre de la Justice est un outil très important, puisque nous pouvons nous constituer partie civile et donc mettre en mouvement l'action publique si par hasard l'enquête préliminaire a conduit à un classement. Et nous nous en servons de manière sélective, stratégique, on pourrait dire. Et le volet le plus stratégique, ça a été le développement de l'action sur les biens mal acquis. Voilà. Et il se trouve que sur ces sujets-là, malheureusement, on ne
une décision rendue exécutoire n'est pas nécessairement exécutée. J'appelle votre attention sur le fait que pour la Guinée équatoriale, où la Cour de cassation en 2021 a rendu une décision définitive, l'exécution n'est toujours pas intervenue. Et donc il y a évidemment des raisons sans doute de nature politique, compte tenu de ce qu'est la Guinée équatoriale. Et il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas quand même acceptable qu'une décision de justice ne soit pas exécutée. Comme vous le savez, c'est l'enjeu d'un immeuble avenue Foch où se situent des diplomates de Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale considère que ça continue à le partenir, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est bien l'État qui paie les frais d'entretien. Voilà. Donc cette situation sont évidemment à signaler avec la plus grande attention. Le narcotrafic sous ses formes multiples constitue une part dominante de la criminalité organisée, avec un marché en constant développement et parmi les plus grands d'Europe. Mais il n'est pas le seul volet à considérer. La France est un pays de destination ou de transit pour la traite des êtres humains, pour le trafic d'armes, y compris d'armes de guerre, pour le trafic d'espèces sauvages. Et sur ces différents marchés opèrent toute une série d'acteurs, groupes mafieux, petits et grands réseaux criminels individuels qui recourent de plus en plus fréquemment à l'ensemble des moyens de pression, y compris la violence qui peut conduire à l'assassinat. Et pour les lanceurs d'alerte, c'est un enjeu qui est extrêmement prégnant, puisque la semaine dernière, dans le 17 mars, oui, donc il y a exactement un peu plus d'une semaine, un lanceur d'alerte corse qui détenait une distillerie a été assassiné parce qu'il avait mis en cause des comportements qui étaient évidemment tout à fait illégaux. Donc, pour nous, le combat de Transparency International intervient aujourd'hui dans un contexte de creusement des inégalités, qui se présente comme une cause, mais aussi le produit d'une amplification de la corruption, dans un contexte de prédation des ressources naturelles, qui se présente bien souvent comme la résultante de pratiques corruptives. Il y a à cet égard une enquête de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a constaté que la corruption était un facteur clé dans 75% des cas de déforestation illégale qui affecte la biodiversité. C'est un sujet évidemment qui nous concerne très directement en Guyane. Troisième élément de contexte, c'est la défiance accrue vis-à-vis de la promesse démocratique. La corruption mine la confiance des citoyens envers les institutions et les décideurs. Et à cet égard, il faut rappeler évidemment les résultats très inquiétants du baromètre du CESIPOF publié le 11 février 2025, selon lequel 74% des Français interrogés indiquent ne pas avoir confiance dans la politique et 74% des Français interrogés estiment que le personnel politique est corrompu. Et ceci est évidemment se retrouve dans l'indice de perception de la corruption, puisque si nous avons plongé dans le classement mondial en 2024, en apparaissant à la 25e place avec une perte de 5 points, c'est dans un climat de défiance à l'égard du personnel politique, de l'efficacité de l'action publique et des relations entre le secteur public et privé. Le troisième élément de contexte, c'est le développement d'une criminalité transnationale organisée, qui est alimentée par les pratiques corruptives. 60% des réseaux criminels opérant dans l'Union utilisent des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites. Et le dernier volet, c'est dans un contexte de pression renforcée sur les ressources publiques. Mais là où il y a ressources publiques, il y a tentation. Et vous êtes bien placé pour problématiser tout ce qui est lié à la fraude. J'étais auditionné il y a 2 jours par la commission d'enquête sur les aides publiques. Et évidemment,
le rapporteur rappelait le nombre de dispositifs d'aide aux entreprises. On est à plus de 2200. Il n'y a jamais aucune évaluation. Ils sont le plus souvent pérennisés. Et donc, là où il y a beaucoup d'argent qui se déverse, il y a effectivement la tentation de détournement. Et l'exemple typique, c'est MaPrimeRénov', qui a conduit à un détournement de fonds publics tout à fait considérable. Et comme souvent on a affaire à des entreprises éphémères, ces entreprises, elles tirent, quand il y a un crédit d'impôt, elles tirent le crédit et elles ne paient jamais le débit qui était attendu d'elles, conformément à la loi. Donc le contexte de maîtrise des dépenses publiques doit aussi nous rappeler qu'une des clés, c'est sans doute d'être plus regardant dans les conditions d'attribution des aides. Alors, votre deuxième question, c'était comment le mouvement Transparency se documente-t-il sur les sujets qu'il étudie? Quelles sont ses capacités d'investigation? Sur les activités de contentieux d'abord, nous intervenons dans la détection des infractions d'atteinte à la probité. On a évidemment un certain nombre de moyens d'analyse et de recueil de signalements pour les affaires nationales et transnationales. Si nous estimons que les conditions sont réunies, à ce moment-là, nous utilisons le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 223 du Code de procédure pénale. Mais dans un certain nombre de cas, ça peut être simplement un signalement. Le plus souvent, d'ailleurs, le signalement donne lieu à une ouverture d'enquête. Mais sinon, sur les affaires caractéristiques, nous nous constituons partie civile à des stades différents de procédure. En tout état de cause, effectivement, sur les biens mal acquis, nous sommes constitués depuis maintenant 2008 sur le Gabon et le Congo. Nous recevons des signalements des lanceurs d'alerte, puisqu'on a un centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, sur lesquels éventuellement on pourra revenir, mais aussi des informations qui nous viennent des sections sœurs du mouvement Transparency International ou d'autres grandes ONG. Nous avons eu des informations très précises du mémorial Navalny, peut-être parce que on a acquis une certaine notoriété sur les sujets de biens mal acquis. Et donc, évidemment, l'information peut être très utile et on doit regarder, évidemment, en fonction des caractéristiques, s'il y a bien la compétence des tribunaux nationaux, si on est bien dans la territorialité, si les infractions sont avérées, si c'est suffisamment documenté. Et ces éléments sont très importants parce que le contexte qui domine en matière de criminalité, de délinquance financière, c'est un contexte de rareté des moyens. Et ça s'est aggravé puisque quand on regarde les chiffres du parquet national financier, ils sont à 760 affaires pour 19 magistrats. Et leur problème principal, c'est la disponibilité des enquêteurs. Et notamment, ce qui se passe au niveau des offices centraux du fait de la réforme de la police judiciaire est un élément d'inquiétude extrêmement grand. Parce que si on n'a pas les enquêteurs pour faire les diligences policières nécessaires, eh bien, le juge d'instruction ou le procureur de la République est quasiment aveugle. Bon. Et ça, cette affaire s'est très bien vue dans le procès des financements libyens où nous sommes constitués partie civile à l'audience, où le commandant Vidal, qui a en fait conduit toutes les enquêtes pour le compte du PNF, eh bien, il était tout seul. Voilà. Il était à temps partiel. Voilà. Donc, mais la réforme de la police judiciaire a aggravé les choses. Et il nous semble que l'inquiétude s'accroît avec la priorité qui est donnée, qui est sans doute légitime, donnée par le gouvernement sur la lutte contre la criminalité organisée et les stupéfiants. Et on voit, disons, avec une certaine inquiétude, le parquet national, le PNACO, le futur PNACO,
accaparer des moyens d'enquête au détriment, évidemment, de la lutte contre la délinquance économique et financière. Donc ces points d'équilibre, il faut les trouver, parce que, et ça implique évidemment de revoir la carrière des agents, il faut leur offrir des perspectives, il faut qu'ils aient des primes, sinon c'est plus facile d'aller à la direction de la sécurité départementale, surtout au fur et à mesure en avançant en âge, on va aller vers des lieux plus ensoleillés. Et donc, cette problématique-là, je pense elle doit être au cœur de vos préoccupations. S'il n'y a pas les services d'enquête, alors à ce moment-là, effectivement, on a un vrai sujet. Donc ce développement, c'était effectivement aussi pour dire que il est essentiel pour nous. Nous travaillons avec des journalistes d'investigation, hein, mais une fois que nous avons déposé une plainte, nous ne communiquons pas. Il est clair que s'il y a des informations, ces informations, elles émanent du procureur de la République, et nous sommes évidemment dépositaires des éléments de preuve, l'ensemble des indices que nous estimons concordants, qui sont mis à la disposition du procureur de la République. Mais ça n'interdit pas d'avoir des relations d'échange d'informations sur l'information qui peut être disponible. Donc nous travaillons beaucoup avec l'OCCIRP, qui est donc le réseau de journalistes d'investigation, et qui est effectivement très, très actif, puisque c'est lui qui a sorti les Panama Papers et tout un certain nombre de scandales que vous connaissez bien. Nous avons besoin d'avoir accès à un certain nombre de registres qui sont clés. Le registre des bénéficiaires effectifs, et donc là, la loi, l'article 4 de la loi DADU va permettre de nous assurer qu'on aura accès dans des conditions qui sont sécurisées à ce registre. Mais il faut aussi que ce registre des bénéficiaires effectifs soit effectif et soit renseigné convenablement. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur quand même les trous qui existent dans le gruyère en ce qui concerne les registres des bénéficiaires effectifs, et donc la nécessité dans laquelle on doit se trouver d'avoir des sanctions administratives, à tout le moins, qui font que quand on ne renseigne pas les bénéficiaires effectifs, au bout d'un certain temps, il faut donner la capacité au greffe des tribunaux de commerce de fermer la structure. Qui dit fermer la structure dira fermeture du compte, et donc on assèche, en fait. Voilà. Donc je pense que ces éléments-là, ils sont évidemment à prendre en compte globalement. Et puis le service de la publicité foncière, le SPF, est évidemment un outil qui s'est modernisé, heureusement, parce qu'il était quand même assez en retard, et qui nous permet de croiser les données des bénéficiaires effectifs avec les données cadastrales. C'est ça qui a nourri toute une série de plaintes que nous avons déposées, qui sont, disons, évidemment une partie de notre travail. Nous travaillons aussi beaucoup dans une logique d'expertise. Et là, Sarah Brumboeuf et Charles Palmieri pourront vous en parler dans un instant, si vous le voulez bien. C'est travailler sur des rapports d'expertise, un peu des parangonnages, sont vraiment une matière tout à fait utile. Et nous avons des publications régulières. Nous avons fait, il y a en 2023, une enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France. On pourra vous la circulariser. Nous venons de sortir un index sur l'opacité en matière immobilière qui s'appelle, dans son sigle, OREO,
qui est sorti hier, exactement. Ce travail d'expertise, on le développe dans le cadre de réponse à des appels à projets, puisque c'est une bonne manière de faire. On l'a fait par exemple pour la comparaison des cellules de renseignement financier, les CREF. Donc, au départ, Tracfin était un peu réticent, mais finalement, il a trouvé l'intérêt de pouvoir se comparer aux autres. Et donc, ce type d'expertise est très important pour nous, puisqu'il nous permet d'appréhender de manière documentée les raisons pour lesquelles il faut faire évoluer la législation sur tel ou tel aspect. Voilà. Donc, ce travail d'expertise, il est une partie de l'excellence que nous revendiquons dans l'action de notre association. On n'est pas nombreux, puisque l'équipe fait 10 personnes. Hein. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais c'est réellement des aspects qui sont importants. Alors, il y a également... vous aviez une question sur comment est structurée la coopération entre les différentes sections nationales de Transparency, quels sont les interlocuteurs internationaux avec lesquels travaille la section française. Nous travaillons étroitement avec... Alors, c'est une structure... le Transparency International a été créé en droit allemand. Donc, on a une structure de droit allemand, mais avec un système d'accréditation des sections qui est donc renouvelé tous les 3 ans. Et donc, il y a un critère d'indépendance, de neutralité politique, qui sont évidemment des critères importants, qui ont conduit à faire sortir la Chine, puisqu'elle voulait imposer ses commissaires politiques à la section. Donc, la Chine est sortie. Le Japon aussi est sorti parce qu'il ne faisait rien. Et on espère que les États-Unis vont revenir. Je pense que la réalité aujourd'hui des problèmes avec la nouvelle administration Trump va accélérer la recomposition d'une section aux États-Unis. Donc nous travaillons en bonne intelligence avec ces sections. Nous échangeons des informations. Hier, j'étais avec le directeur exécutif de TI Ukraine, qui était très désireux d'une véritable coopération. Et notamment, son inquiétude, j'ai été très frappé, c'est la levée des sanctions. Le sujet de la levée des sanctions, je lui dis que nous avions effectivement la capacité d'intervenir auprès des différentes administrations. La Direction générale du Trésor, nous la voyons dans ses différentes composantes, anti-blanchiment, lutte contre la corruption, gestion, toute la négociation G20, et même chose avec le Quai d'Orsay et l'AFA. Voilà. Et nous sommes aussi régulièrement auditionnés quand il y a des auditions d'évaluation des pairs, le GAFI, la Commission européenne. On a été hier auditionné avec nos collègues d'Anticor par la Commission européenne qui finalise son rapport sur l'état de droit en France. Et donc, c'est des questions évidemment tout à fait intéressantes. Et bien sûr, il y a évidemment beaucoup d'autres aspects qui sont là-dessus. Alors, votre quatrième question, c'était les règles l'efficacité des règles en fait de compliance. Alors, nous, on croit pas à la checklist. Hein. On croit à un état d'esprit et un engagement au sommet des dirigeants des entreprises. Ça, c'est vraiment essentiel. Si ce n'est pas porté au niveau, plus haut niveau de l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous partageons dans ce forum des entreprises engagées des bonnes pratiques. On fait venir un certain nombre d'intervenants de qualité. On a des actions de sensibilisation à leur demande avec le management, plus souvent le management intermédiaire. C'est pour nous important de mettre l'accent sur le fait que
la loi Sapin 2, elle est essentielle. Elle doit continuer à être active. Il faudrait d'ailleurs l'étendre de notre point de vue aussi au moins aux grandes collectivités territoriales. Et dedans, il y a la formation, il y a la culture de l'alerte, il y a la nécessité évidemment d'avoir les systèmes qui permettent d'appréhender ce qui se passe dans l'ensemble des filiales. Et ça, ce point est essentiel parce que vous vous souvenez qu'un certain nombre d'entreprises ont failli disparaître. Enfin, il y a une entreprise qui a disparu, c'est Alstom, parce qu'une sombre filiale, petite filiale en Indonésie était considérée comme n'ayant pas respecté les règles américaines. Et comme il y avait un dénouement des opérations en dollars sur le marché américain, ça permettait de faire des sanctions. Et avec ça, on a eu tout l'attirail de l'extraterritorialité américaine, contre laquelle nous avons pu mettre la Convention judiciaire d'intérêt public, donc le rôle du PNF, la Convention judiciaire d'intérêt public et les plans de remédiation qui sont supervisés par l'AFA. Ça, ce groupe de mesures sont absolument essentielles puisqu'elles permettent d'avoir une appréhension c'est la reconnaissance des faits, mais sans qu'il y ait l'opprobre du casier judiciaire, puisque qui dirait opprobre judiciaire dit que l'entreprise se trouve interdite de réponse à tout appel d'offres international. Donc, avoir pu développer ces instruments aujourd'hui, on arrive effectivement à une situation qui est, je trouve, relativement équilibrée. Les nouvelles lignes directrices qui ont été publiées maintenant en 2023, janvier 2023, par le PNF, encadrent bien les conditions dans lesquelles se font les négociations, sous la foi du palais, avec des facteurs aggravants et des facteurs contraires diminuants. Mais notre souci est que ces conventions judiciaires d'intérêt public ne soient pas dévoyées. C'est pour les affaires complexes, c'est pour les affaires transnationales, c'est pas pour régler les petits problèmes comme on l'a vu sur LVMH avec François Ruffin. Voilà. Et nous sommes assez inquiets de voir la tentation que pourraient avoir les entreprises de passer par le biais d'une transaction pénale, alors certes à la discrétion du PNF, hein, mais de tout autre d'ailleurs procureur de la République, puisqu'il n'y a pas de cet instrument est à la disposition de tous les procureurs de la République en ce qui concerne l'environnement. Il n'y a que pour les compétences exclusives du PNF que cette compétence va être exercée par le PNF. Et donc, nous nous interrogeons sur le fait qu'il ne faut pas dévoyer cet instrument, qu'il faut toujours avoir en tête l'intérêt public. C'est bien une convention judiciaire d'intérêt public et pas une convention judiciaire d'intérêt privé. Et que l'intérêt public, il s'apprécie en fonction d'un certain nombre de critères. Il faut que l'entreprise coopère, il faut qu'elle ait pris les mesures de remédiation, il faut qu'elle ait été attentive aux victimes, puisque sur beaucoup de ces dossiers, on oublie les victimes. Voilà, donc c'est ce contexte-là de la justice négociée, il est bien à condition de le replacer dans un cadre qui ne doit pas en fait permettre aux entreprises de basculer dans je réduis mon risque pénal, je fais une provision dans mes comptes pour traiter ce risque pénal, puisque ça voudrait dire que l'ensemble de l'esprit et de la lettre de la loi Sapin 2 se trouve complètement remis en cause, puisque c'est bien un engagement des dirigeants au plus haut niveau qui doit donner la caractérisation de la détermination de respecter des dispositions qu'il ne faut jamais oublier qui sont maintenant des dispositions conventionnelles. C'est la convention de l'OCDE
sur la corruption d'agents publics étrangers. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'action doit se développer. Alors le constat sur l'évolution de la criminalité, les volumes impliqués et l'interprétation entre économie légale et économie souterraine, bon, on est dans un domaine où les chiffres sont quand même pas d'une fiabilité totale. En matière de stupéfiants, on sait, enfin, le chiffrage, c'est entre 4 milliards et 6 milliards d'euros. Mais quand on voit ce que rapportent certains points de deal, on se dit que c'est sans doute très sous-estimé. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui existe. Dans l'Union européenne, il y a 4,1 milliards d'euros d'actifs d'origine criminelle qui ont été saisis en moyenne par an en 2020 et 2021. On n'a pas les chiffres ultérieurs. C'est en augmentation. Mais on peut en déduire, si vous voulez, que plus de 98% des profits criminels dans l'Union européenne échappent à la saisie et à la confiscation. Et ils restent à la disposition des criminels. Et ces criminels, où se placent-ils maintenant? Ils se placent à Dubaï, ils se placent à Singapour, ils se placent... voilà. Donc, les Émirats sont des hauts lieux de protection pour les oligarques russes qui, comme ça, échappent aux sanctions européennes, pour les grands réseaux criminels français qui, ainsi, peuvent faire en toute tranquillité leurs affaires en prospérant et en s'enrichissant. Donc, ce contexte, il est pas du tout évident, parce que on a affaire à souvent à des montages qui sont très sophistiqués. Alors, on a un atout essentiel en matière de blanchiment, c'est que c'est les dispositions de la loi qui prévoient que si le schéma est compliqué, bah, c'est simple, la charge de la preuve s'inverse et c'est à celui qui est mis en cause de démontrer qu'il n'a pas abusé de droit qui lui était offert. Donc je pense que ça, c'est un aspect qui est évidemment à prendre pleinement en compte. Il nous faut renforcer donc les moyens d'enquête, je l'ai dit. La coopération interservices est aussi très importante. Et de ce point de vue, franchement, on attend toujours, c'est un peu tel Godot, le plan pluriannuel de lutte contre la corruption. On a terminé, je crois que la dernière année, c'était 2023. On est en 2025, il ne se passe toujours rien. La directrice de l'AFA veut bien nous dire que les arbitrages interministériels suivent leur cours, mais on a... le seul moment où ça a frémi, c'est quand Didier Migaud était garde des Sceaux, et il s'est engagé solennellement dans un colloque qui était organisé par l'AFA à Bercy, pour dire oui, ça va sortir. Mais je n'ai pas senti que c'était la priorité du garde des Sceaux actuel. Voilà. Donc, je pense qu'il faut intégrer cette dimension-là, parce qu'il est essentiel qu'il y ait une circulation de l'information entre les différents acteurs, qu'on puisse saisir quand il le faut Tracfin, qu'on puisse identifier les zones de vulnérabilité, et notamment, si vous voulez, les banques ont des obligations en matière de lutte anti-blanchiment qui sont très fortes, qui sont contrôlées régulièrement par la CPR, mais c'est pas le cas de toutes les professions réglementées, ni a fortiori celles qui ne sont pas réglementées. Et on voit bien que les zones de vulnérabilité, la manière c'est les agences immobilières, c'est un certain nombre de mesures de ce type. Voilà, donc la coopération interservices est un élément essentiel. Et je passe la parole. Merci beaucoup. Alors très rapidement, j'aimerais simplement insister sur, pour répondre un peu largement à la question sur le point de vue de transparence sur les différents types de trafic, outre le trafic de stupéfiants, les trafics d'êtres humains, proxénétisme, trafic de déchets.
le point commun de ces trafics, c'est que ce sont des infractions qui recherchent le profit. Et donc, il faut suivre la trace du profit et donc suivre l'argent. On n'est pas les premiers à vous le dire, je pense, dans le cadre de cette commission d'enquête. En effet, la criminalité économique et financière, c'est le point commun à ce qu'on appelle cette criminalité organisée, tous ces types de trafics. Et j'aimerais rappeler ce que Monsieur le Président Patrick Lefat a dit précédemment, mais il y a un besoin urgent de moyens, d'outils effectifs, et je laisserai la parole à Charlotte sur la question des outils, le registre des bénéficiaires effectifs plus précisément. Mais j'aimerais juste citer quelques chiffres pour illustrer à quel point la marge de progression et la nécessité de véritablement s'emparer, de donner des moyens et se doter d'outils effectifs et performants en la matière est importante. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, et Patrick Lefat l'a dit, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, et le chiffre vient d'être republié il y a 3 ou 4 jours par Europol, l'agence européenne qui coordonne les forces de police. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, seulement 2% des produits du crime, tout crime confondu, que ce soit de la fraude fiscale, atteinte à la probité, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, etc., seulement 2% des produits du crime sont saisis. Donc 98% restent entre les mains des criminels. C'est extrêmement lucratif, il y a quasiment... il y a 2% de chances de se faire prendre. Et sur les 2% saisis, moins d'1% est définitivement confisqué. Donc au final, finalement, c'est une activité qui prospère et qui demeure impunie. Ce sont des chiffres qui sont très très alarmants. Et pour pouvoir véritablement s'attaquer à cette forme de criminalité qui a des buts divers et des formes diverses, eh bien, il faut véritablement s'attaquer à la corruption, au blanchiment qui sont quasiment le point commun de toutes ces formes de criminalité. Quelques chiffres encore, 60% des réseaux criminels qui opèrent dans l'Union européenne utilisent des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites. 68% utilisent des méthodes de blanchiment d'argent de base, telles que la réinjection de l'argent sale dans l'immobilier, dans le circuit bancaire et de plus en plus dans des zones encore très peu régulées, telles que les cryptoactifs. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre très très importante. Ça nécessite des moyens, on en a parlé, des moyens spécialisés, des moyens dotés d'outils. Et là-dessus, je laisse la parole à Charlotte Palmieri sur le registre des bénéficiaires effectifs qui est au cœur de nos plaidoyers et sur lequel nous avons des propositions très concrètes. Merci Sarah. Oui, tout à fait. Je pense qu'un point qui est absolument déterminant, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux criminels prospèrent donc au moyen d'outils développés d'une extrême complexité. On recourt à des montages financiers d'une sophistication inouïe. Nous avons l'occasion de nous en rendre compte lorsque nous travaillons dans le cadre de nos dépôts de plainte pour remonter les chaînes de propriété. C'est souvent extrêmement complexe. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons développé sur les dernières années un plaidoyer en matière de transparence des bénéficiaires effectifs, avec 2 chiffres qui, je pense, sont particulièrement parlants. Le premier, c'est que 70% des affaires de corruption aujourd'hui impliquent des sociétés qui sont détenues de manière anonyme. Et le deuxième, et qui est issu de l'étude que nous avons conduite en 2023 et que nous vous avons partagée, c'est que seulement 69% des personnes morales en France ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Donc ça veut dire que 30% ne l'ont pas fait, ce qui reste tout à fait colossal quand on sait que c'est une obligation assortie d'une sanction pénale. Et donc ces constats-là, ils appellent évidemment à quelques recommandations, et vous l'aviez identifié puisque nous avions publié en juin 2024 un livre blanc avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Plusieurs recommandations. La première, c'est la nécessité d'avoir dans le registre des bénéficiaires effectifs des données qui soient exhaustives, complète et de qualité. Et c'est pour ça que nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion de rappeler la nécessité de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au sein du RBE, ainsi que des données historiques. Alors il semble que le projet de loi d'ADU prenne cette direction, en tout cas réintègre conformément à nos préconisations ces 2 dispositions dans le champ du RBE, et s'il est effectivement adopté, alors il nous semble que c'est une excellente nouvelle. Un deuxième point, on en a un petit peu parlé, mais c'est la question de l'accès au RBE. Évidemment, la législation française est en train de prendre acte de la décision de la CJUE et de la 6e directive anti-blanchiment qui ont fermé au public le registre des bénéficiaires effectifs. Nous, c'est côté Transparency International, évidemment quelque chose que nous avons déploré, dû le recours assez extensif au registre que nous avons toujours eu. Cela étant dit, pour l'instant, dans le PJL d'ADU, la manière dont la directive
et transposée nous paraît assurer une interprétation suffisamment large de l'intérêt légitime, à condition bien sûr que cet intérêt légitime soit derrière interprété par l'INPI, donc qui est en charge de la gestion du registre et qui octroie cet intérêt légitime, derrière, et à condition que cet intérêt légitime soit effectivement interprété quand même de manière extensive. Et sur cela, nous avions une recommandation qui est qu'il serait nécessaire, à notre sens, que l'INPI publie des statistiques régulièrement sur le taux d'acceptation, le taux de refus, les motifs de refus sur l'octroi de l'intérêt légitime, ce qui nous semble que c'est important pour aussi assurer une transparence sur le sujet. Il y a la question, là, évoquée très rapidement, du renforcement des sanctions aussi en cas de non-déclaration des bénéficiaires effectifs. Depuis la création du RBE, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées. Quasiment aucune condamnation a été prononcée en cas de non-déclaration des bénéficiaires effectifs. Alors que pourtant il s'agit d'une sanction pénale qui est juste ici assortie d'une peine d'emprisonnement avec des amendes qui sont, cela étant dit, très très peu dissuasives. Et donc il y a un enjeu de renforcer ces sanctions, car comme on le disait tout à l'heure pour rappel, seulement 30%, seulement 69% des personnes morales en France ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Et donc il semble que ce soit aussi la direction prise par le projet de loi sur la simplification de la vie économique qui propose actuellement de renforcer considérablement les amendes en cas de non-déclaration des bénéficiaires effectifs, qui pour des personnes physiques passeraient de 7 500 à 200 000 euros et pour des personnes morales de 37 000 à presque 1 million d'euros. Et ça, il nous semble que pour le coup, ce sont des chiffres qui sont réellement dissuasifs et qui, s'ils sont réellement appliqués, pourraient considérablement renforcer le niveau de complétude du registre. Et puis peut-être un dernier point, c'est aussi la nécessité de renforcer le croisement, l'analyse entre plusieurs registres. Dans l'étude que nous avons menée, que nous vous avons partagée, qui nous a permis de nous rendre compte aussi des lacunes en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs et de détention aussi des biens immobiliers, nous avons pu croiser le cadastre avec les informations contenues dans le RBE. Il nous semble que c'est une pratique qui devrait être aussi développée davantage. Et nous sommes actuellement en train de conduire un projet, qui est un projet conduit dans plusieurs sections du mouvement Transparency International au sein de l'Union européenne, qui est piloté par notre siège, qui est soutenu par la Commission européenne et qui vise à documenter quel est l'accès en pratique à certaines données clés sur des avoirs qui, on le sait, sont des véhicules privilégiés de blanchiment. Quel est donc l'accès, le niveau d'information sur ces données, l'exhaustivité. Et donc là, on s'intéresse plus particulièrement à des registres comme par exemple le FICOBA, comme les trusts, les fiducies, mais aussi des registres qui n'existent pas encore, comme par exemple ceux sur les yachts ou les bateaux de luxe ou les œuvres d'art. Et ça, il nous semble que c'est une lacune encore et qu'il faudrait essayer de développer dans les prochains temps. Voilà. Et un dernier mot pour brancher sur l'actualité américaine. L'administration américaine vient de mettre entre parenthèses le registre des bénéficiaires effectifs. Voilà, donc ça c'est inquiétant parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de manière transnationale et donc l'interconnexion des registres au sein de l'Union est essentielle. Mais c'est aussi évidemment en matière internationale, puisque quand on veut avoir accès au travers d'une commission rogatoire à des informations, il faut qu'on puisse en réalité pouvoir, sans coup férir, interroger ce type de registre. Voilà. Merci pour cette approche méthodique des réponses à nos questions. Je passe la parole tout de suite à Madame la rapporteure qui va quand même en trouver d'autres qui n'étaient pas dans le questionnaire. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames. À ce moment précis, comme cette audition est enregistrée, je voudrais rendre hommage à votre prédécesseur, Monsieur le Président, Monsieur Lebègue, avec lequel nous avions travaillé avec mon collègue Éric Bocquet et Sophie Tallier-Polian, qui est maintenant députée, puisque nous avions un rendez-vous quasi mensuel. Le moment de rappeler ici que ce soit le président Bell ou le président Larcher ont refusé une délégation permanente à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
qu'on avait essayé de soutenir. Et je pense que ça, c'est une initiative qui serait importante d'un point de vue parlementaire, parce qu'on a beaucoup de mal à suivre ces sujets de fraude. Nous ne faisons pas vraiment recette sur la matière. Et nous avons un texte sur la fraude qui arrive pas plus tard que la semaine prochaine, où un certain nombre d'amendements proposés notamment par le Conseil national des greffes, dont vous faites mention, en ce qui concerne la transparence, la vérification de l'identité, l'accès au cadastre, etc., sont soit rejetés, soit considérés article 45, hors du texte sur la fraude, ce qui est complètement incompréhensible, puisque ce sont des mesures liées à la prévention des entreprises éphémères, dont on sait les uns et les autres à quel point elles peuvent être nuisibles. Donc j'espère que le rapporteur m'écoute et qu'il va pouvoir comprendre à quel point ces amendements sont importants. Ce ne sont pas les miens, ils viennent du Conseil des greffes notamment. Alors, moi j'ai 2-3 observations à faire et une question, évidemment, et des questions à vous poser. D'abord, votre appréciation sur l'évolution de 2 procédures qui sont importantes en matière de lutte contre à la fois la corruption, la fraude et l'évasion fiscale, qui sont des sujets que nous avons en partage. Avec Madame Meyer, me semble-t-il, nous avions beaucoup travaillé sur les lanceurs d'alerte et l'harmonisation, le lissage des procédures qui sont quand même des méthodologies en ce qui concerne les lanceurs d'alerte qui n'étaient encore pas tellement abouties, où il manquait quelques dispositifs. La deuxième procédure sur laquelle je voudrais votre opinion, c'est la progression ou l'amélioration des actions de groupe, qui me semble aussi relever d'un certain nombre de dispositifs importants pour permettre finalement une meilleure judiciarisation d'un certain nombre de problèmes. Et vous dire que sur la convention judiciaire d'intérêt public, moi, je n'ai pas les yeux de Chimène, Monsieur le Président, parce que en réalité, ces conventions dans des entreprises qui provisionnent finissent par être indolores pour les dirigeants qui ont fauté et payées par la personne morale. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut quand même encore un peu vigilant sur l'utilisation, qui peut être évidemment bénéfique et intéressante d'un point de vue de la rapidité, mais je ne suis pas très sûre qu'on ne détourne pas complètement de son objet ces conventions du fait de finalement l'impunité de la personne physique qui a tenu le crayon à un moment ou à un autre dans le dispositif. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Et puis enfin, je voudrais savoir si vous avez une action notamment européenne, puisqu'il n'existe pas de FICOBA européen. Mais la dernière directive prévoit des points de contact qui en ferait plus ou moins office dans un certain nombre de pays, sachant que la moitié des pays européens ne disposent pas de fichiers des comptes bancaires. Comment est-ce que vous imaginez une amélioration des dispositifs? Parce que les bénéficiaires effectifs, et que ça c'est important, mais les comptes bancaires, ça l'est quand même un peu aussi. Donc là, on a quand même beaucoup de trous dans le dispositif de contrôle. On ne parle pas de FICOVI et que ça, on parle juste d'un FICOBA européen. Bon, ça, c'est exclu parce qu'en plus, si on devait l'instaurer, ça freinerait l'affaire des points de contact qui est en cours. Donc, est-ce que vos partenaires et vos institutions sœurs dans le reste de l'Europe travaillent sur cette question d'un fichier des comptes bancaires qui me semble hautement important? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai commencé à répondre et puis Sarah et Charlotte pourront compléter. D'abord, je voulais vous remercier de la mention de Daniel Lebecq, puisqu'il a conduit les destinées de l'association pendant une bonne quinzaine d'années. Hein. Donc, et c'est lui qui a en particulier lancé la première plainte sur les biens mal acquis, ce qui était loin d'être évident, puisque à l'époque, on n'avait pas d'agrément, on avait contestation à tous les étages de l'ensemble du barreau de Paris qui défendait l'ensemble des clans dont nous mettions en cause la probité. Voilà, je pense qu'il est sera tout à fait sensible quand je lui rendrai compte de vos propos. Alors, je dirais un mot sur la Convention judiciaire d'intérêt public. Pour nous, effectivement, on a d'ailleurs fait des propositions assez précises à la suite de lignes directrices.
D'abord en disant qu'en matière d'environnemental, il faudrait l'équivalent de lignes directrices, et ça ne peut être évidemment que la chancellerie qui les produise. Ceci pour quand même définir les conditions dans lesquelles peuvent être partie prenante des associations dans la procédure. Pour le moment, elles en sont exclues. Deuxièmement, s'agissant elles-mêmes de la manière dont les conventions judiciaires d'intérêt public ont été articulées, l'enjeu, vous l'avez très bien dit, c'est l'articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale, qui est quand même une caractéristique de la France, hein, qu'il faut... Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de responsabilité pénale des personnes morales. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Donc notre système, il a un caractère vertueux, incontestablement. Et il est calqué sur le système anglais et le système américain. Bon. Mais ça doit s'articuler avec la responsabilité des personnes qui ont fauté. Et le plus souvent, quand même, il faut remonter au niveau des dirigeants, au moins pour négligence. Et ça s'appelle donc la CRPC, donc la comparution après reconnaissance de préalable de culpabilité, sur reconnaissance préalable de culpabilité, pardon. Et il se trouve que dans des affaires récentes que je ne nommerai pas, il y a eu en fait homologation de la Convention judiciaire d'intérêt public, mais rejet de l'homologation de la CRPC, et qui conduisent évidemment automatiquement au procès pour la partie condamnée. Donc, comme c'était un dirigeant tout à fait qui a pignon sur rue, dit mais attendez, on avait reconnu les faits, et donc en fait c'est une atteinte au droit de la défense. Bon. Donc, il me semble que cet enseignement veut dire deux choses. Un, c'est que l'homologation doit se faire sur une base collégiale. Et il faudrait qu'il y ait la possibilité d'auditionner des parties prenantes dans ce cadre. Deux, il faudrait que on tienne que les motivations de la Convention judiciaire d'intérêt public soient précisées, et que les critères par lesquels on va homologuer le soient également. Donc on manque, à mon sens, par rapport à ce qu'est un procès pénal, où on va préciser l'ensemble des éléments du dispositif du jugement. On a un écart qui est quand même relativement important. Et les critères quand même pour aller dans, disons, des transactions, c'est en fonction de la participation effective des dirigeants, la volonté de réformer. Et là où il n'y a pas de volonté de réformer, il me semble que ça doit être un critère pour dire, bah, écoutez, considérons que les conditions ne sont pas réunies, et puis vous allez au procès. Bon. Voilà, donc je pense qu'on a un travail à faire sur la Convention judiciaire d'intérêt public, de telle manière qu'elle ne soit pas dévoyée, vous l'avez très bien dit, et qu'on puisse articuler les responsabilités individuelles et avec la responsabilité de la personne morale. Mais le PNF a quand même bien progressé dans la compréhension des mécanismes financiers, finalement l'appréhension de la valeur qu'était le détournement, le manquement en fait qui avait été qualifié, et donc le fait d'avoir des assistants qui apportent leur expertise sur la comptabilité des grandes entreprises, c'est évidemment tout à fait précieux. Donc là-dessus, il y a progrès, mais point de vigilance. Sur les lanceurs d'alerte, oui, le système, il est... la loi Wesermann était un progrès incontestable, mais il reste quand même tout le champ des secrets protégés par la loi. Et c'est vraiment je dirais, le lanceur d'alerte, il est le plus souvent livré à lui-même, et dans des conditions qui sont souvent très dramatiques.
moi, je siège au bureau de la Maison des lanceurs d'alerte. Je peux vous assurer qu'on a des cas individuels qui sont très préoccupants. Parce que la personne, souvent, elle a perdu son emploi, le couple a éclaté, elle n'a pas d'argent, il y a une omerta. Quand c'est un policier, il y a l'omerta, donc il a été absolument disqualifié. Et donc c'est très difficile. Et dans les grandes entreprises publiques, c'est la même chose en réalité. Donc là-dessus, il faut travailler sur un statut pénal du lanceur d'alerte. Il faut qu'il puisse bénéficier d'un soutien financier et psychologique. Parce que souvent ces lanceurs d'alerte, ils sont dans le déni, hein, alors que psychologiquement ils sont véritablement atteints, et donc ils ont besoin d'être accompagnés. La Maison des lanceurs d'alerte, avec ses petits moyens, elle peut faire un certain nombre de choses, mais ça, c'est une responsabilité qui relève éminemment de la puissance publique. Et d'ailleurs, dans les rapports, le rapport biannuel du défenseur des droits, de la défenseur des droits, c'est écrit noir sur blanc. On a cru qu'avec le décret d'application de la loi Wesermann, avec 44 autorités qu'on pouvait saisir, on avait le nec plus ultra de la protection du lanceur d'alerte. En réalité, voilà, dans les 44, il y en a une quarantaine qui n'a jamais vu un lanceur d'alerte. Or, le décret, il date déjà de 2 ans et demi. Donc voilà, je pense que là, on a un véritable sujet sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, sur les actions de groupe et FICOBA. Oui. Alors sur les actions de groupe, c'est une question qui est très intéressante et qui pose en fait la question. Les actions de groupe, tout d'abord, c'est la somme des préjudices individuels rationalisés et dont les victimes se rassembleraient en groupe pour obtenir plus facilement réparation de leurs préjudices. Je précise tout de suite que nous ne sommes pas expertes de ce processus en France. On voit quand même néanmoins qu'il fonctionne, qu'il doit être amélioré au vu de son effectivité. Il n'est pas forcément beaucoup utilisé, il y a beaucoup de barrières. Transparency se rapproche en ce moment d'associations de consommateurs justement pour interroger le coût de la corruption, parce que la corruption a toujours un coût. Par exemple, des pots de vin qui sont versés pour obtenir un marché public, je ne sais pas, dans le cadre d'un marché public dans la construction, ça va se traduire par des matériaux de mauvaise qualité. Et donc, finalement, un risque accru pour l'usager qui peut le payer de sa vie. Ça peut être, il y a un cas qui est très intéressant aux États-Unis, qui fait d'ailleurs l'objet d'une action de groupe, dans le cadre d'un pacte de corruption entre une entreprise dans le secteur de l'électricité qui a versé des pots de vin pour obtenir un marché public de couverture d'électricité dans un des États américains, des pots de vin aux autorités locales. Elle a reconnu les faits dans le cadre d'une CJIP à l'américaine, et les consommateurs qui ont vu leurs factures flamber durant la période de ce pacte de corruption se sont réunis en action de groupe pour obtenir réparation de leurs préjudices estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc c'est assez intéressant. Ça fonctionne. En tout cas, il n'y a pas de grand succès à l'étranger dont on pourrait s'inspirer pour dire il faut faire la même chose en France. Mais il y a des initiatives. Je viens de la citer aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons, ça commence à être appréhendé, pas seulement par les entreprises, parce qu'on a vu des actions de groupe dans le domaine anticorruption prospérer, mais les plaignants, c'était des actionnaires ou des acteurs économiques qui auraient perdu un marché dans le cadre de procédures de candidature, d'appel d'offres de marché public. Le fait que le consommateur, que la personne privée, que le citoyen, l'usager se saisisse de cet outil aux États-Unis par exemple, c'est intéressant, ça nous intéresse. On y travaille, il faut expertiser, se poser la question de savoir si est-ce que notre action de groupe à la française, elle nous permet de faire ça. Je ne le crois pas, mais il faut expertiser ce point et voir ce qui pourrait être réformé pour arriver à un outil supplémentaire. Parce que c'est vrai que, je le rappelle, la corruption a un coût pour le consommateur, pour l'usager, pour le citoyen tout simplement. Et enfin, sur les FICOBA, je pense que je laisserai la parole à ma collègue Charlotte, mais sur l'étude qu'elle a mentionnée, qu'elle a commencé à décrire, qu'on mène sur l'accès des différentes autorités européennes au registre de différents actifs, dont les actifs bancaires, c'est exactement ce genre
d'initiatives que nous prenons au sein du mouvement pour inciter les autorités étrangères à se rendre compte des bonnes pratiques en France, par exemple. Le FICOBA, c'est une bonne pratique, ça marche. La présenter à l'étranger de manière synthétique et montrer comment les bonnes pratiques sont traduites, comment elles sont utilisées et comment elles peuvent véritablement changer le jeu, changer la donne en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. Et donc c'est exactement ce genre d'outil, mais je te laisserai peut-être compléter, Charlotte, là-dessus. Oui, tout à fait. Vous aviez raison de le mentionner. Il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui n'ont pas de fichiers. Et tout l'objectif donc, de ce travail que nous menons, c'est d'essayer de cartographier pour toute une série d'avoirs, dont les comptes bancaires, mais pas seulement, l'existence ou non de registres, l'accès que nous pouvons y avoir et la complétude des données qu'on y trouve. Et donc, nous y travaillons avec plusieurs pays de l'Union européenne, dont une cellule que nous avons au niveau de l'Union européenne, donc qui est localisée à Bruxelles. Nous allons publier très prochainement des premiers résultats de cette étude. Alors, malheureusement, ils ne portent pas sur tous les pays de l'Union européenne, mais sur quelques-uns, dont la France. Et ils permettent déjà de donner à voir quand même des lacunes qui existent et des opportunités d'amélioration. Donc nous vous communiquerons ces premiers résultats. Ils vont, je pense, parvenir courant du printemps, donc d'ici 2 mois. Et c'est tout à fait le type d'études que nous menons pour aussi asseoir un plaidoyer et renforcer l'interconnexion entre les registres aussi au niveau européen. Et peut-être pour le point final, pour reboucler avec la fraude fiscale, le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il y avait un intérêt public pour lutter contre la fraude fiscale. Il ne l'a pas reconnu pour la lutte contre la corruption et le blanchiment. Pas encore. Mais, et donc, il nous semble quand même, là, il y a une marge de progression. Et c'est d'ailleurs pour le même argument qu'il a exclu l'accès au registre des trusts, puisque nous n'avons pas accès, on n'a pas accès au registre des trusts, que j'imagine le registre quand il se constitue le registre des œuvres d'art, des navires, et on a vu que c'était quand même au début des sanctions un enjeu absolument important. On ne savait pas où étaient les navires, et c'est quand même tous les chantiers navals qui réparent ou qui développent ces navires sont évidemment tenus par la stricte confidentialité, sinon ils disparaissent. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a matière pour, en fait, appréhender une réalité qui est, si on veut se donner les moyens de lutter efficacement contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, il faut en tirer les conséquences dans notre droit, et que donc c'est un intérêt supérieur par rapport aux autres libertés de propriété, enfin, les droits de la propriété, les droits de la personne, etc. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est évidemment essentiel, puisque ce serait une construction différente du raisonnement qui jusqu'à présent a prévalu en droit constitutionnel. Madame la rapporteure, un mot de conclusion. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous dire qu'évidemment, la volonté politique doit être au rendez-vous. Au stade où nous en sommes de nos auditions, il y a évidemment des marges de progrès qui sont vraiment extrêmement importantes. Mais je crois qu'on a un certain nombre de dispositifs qu'on va pouvoir améliorer si des contingences diplomatiques ne viennent pas nous empêcher de titiller des territoires non coopératifs, des ports francs et un certain nombre d'outils de détournement et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale que nous connaissons par cœur et pour lesquels nous avons quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui à lutter contre ces outils qui sont pourtant connus et bien identifiés. Et arrêter de penser que la fraude et l'évasion fiscale est un crime sans victime, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc, merci de cette très belle audition. Merci, Président. Merci, Mesdames.